CJ Christophe Bell, pâtissier renommé d'un quartier chic de Paris, abattu le 17 mai 2005. Il avait à peine 40 ans. Sa sœur et sa mère réclament le prix du sang. C'est lui qui t'a tué. C'est lui qui t'a tué. Et lui, il est en vie, lui. Et toi, t'es là. Tout ça pour de l'argent. Pour de l'argent. Ah oui. Oh. Pour de l'argent. C'est ça la contradiction, c'est que pour Christophe, l'argent n'avait pas d'importance et il a été tué pour de l'argent. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Tu aurais dû t'en rendre compte plus tôt. C'est dommage que tu t'en aies pas rendu compte. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Mais aide-nous, Christophe. Il faut nous aider, tu sais. Il faut qu'il soit condamné. Mais tu vas nous aider à le coincer, comme on dit. Il est déjà mal parti, de toute façon. Alors... Et ça va être encore pire. Faut pas qu'il sorte du tout. Jamais. Qui a tué Christophe Bell? Est-ce un crime crapuleux comme le pensent sa mère et sa sœur? Un assassinat par pure convoitise? Qui en voulait à ce passionné des pièces montées? Qui en voulait à ce bon vivant qui menait une vie simple? À cet homme épanoui qui chérissait sa femme, ses 2 enfants et adorait son métier? Retour en arrière pour comprendre. « 17 mai 2005, 2 h du matin. Christophe part pour un étrange rendez-vous. Il quitte son domicile, direction Sucy-en-Brie, en banlieue parisienne. Là, un individu l'attend, dans le bois du Piple. Christophe ignore qu'il est armé. Tous deux s'enfoncent dans la forêt, discutent, font une pause. Détendu, Christophe se retourne pour allumer une cigarette. Erreur fatale. L'inconnu sort son calibre 6,35 et tire 3 fois à bout portant. La 3e balle atteint le pâtissier en pleine tête. Il meurt sur le coup. Le lendemain, un promeneur découvre son cadavre dans les fourrés. Nathalie Bell, la sœur de la victime, revient sur les lieux du crime. Mon frère était allongé, face contre terre. Là, complètement, là, je crois que c'était là. Voilà. La tête dans cette quasi à côté de cette plante-là, et puis les pieds là, voilà. Et puis il était allongé sur le ventre. C'est là que Christophe est mort, quoi. C'est là que son cœur s'est arrêté de battre, c'est là que le sang a été répandu. Il a été tué par derrière, alors c'est vrai que ça montre bien que, à la fois, la personne qui l'a tué n'a pas voulu affronter son regard, et évidemment, c'est aussi un des indices qui montre que c'est quelqu'un qui le connaissait bien, parce que
Quand les gens sont assassinés par un rôdeur ou par accident, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que c'est fait, quoi. Quelqu'un qui le connaissait bien. Alors, était-ce son dealer? C'est en tout cas la première piste du 36 quai des Orfèvres qui s'empare de l'enquête. Les inspecteurs trouvent en effet un sachet de poudre blanche près du corps du pâtissier. Et après vérification, ce n'est pas du sucre glace. Le 17 mai à 21h, les policiers font irruption au domicile de la victime. C'est Sandrine, la compagne de Christophe, qui les reçoit, encore en état de choc. Ils ont commencé à fouiller un peu partout, c'est-à-dire tous les meubles, le moindre boîtier de CD est ouvert et regardé. Voilà, enfin tout est passé au crible fin. Je me demande qu'est-ce qu'ils cherchent. On me pose la question à plusieurs reprises. Est-ce qu'on est consommateur de cocaïne, ou lui ou moi, ou est-ce qu'on en revend? Et à plusieurs reprises, on me pose la question, tournée différemment, mais on me repose la question. La réponse est toujours la même, non, 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 non et non. Maître Rouillet, l'avocat de la famille Bell, est affirmatif. Christophe Bell n'a jamais pris le moindre produit, n'était absolument pas connu pour cela. Il n'avait aucune raison de se livrer dans un trafic. On a examiné sa vie, son histoire, et on a donc écarté ce qui était en réalité une mise en scène. Manifestement, celui qui a tué a voulu emmener les policiers sur une fausse piste, sur ce qui serait un règlement de compte dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, pour essayer de tromper les services de police. Tout se passe comme si le polar était écrit d'avance. Un esprit torturé semble essayer de manipuler la crime. La thèse du dealer abandonné, une autre piste de la brigade criminelle, retombe comme un soufflet, le lieu du meurtre. Christophe est effectivement exécuté, comme par hasard, à Sucy-en-Brie, à 100 mètres du domicile d'un dénommé Feugré, un ami avec lequel il s'est brouillé. Mais l'homme a un alibi. Le travail a été immense, énorme. Toutes les pistes ont été vérifiées. À la fin, il n'en reste qu'une, qui est bien plus qu'une piste et qui est le scénario de ce qui s'est passé, et on arrive à Xavier Philippe. Xavier Philippe. Un homme discret. Lunettes noires, blouson de cuir, allure chétive. Voici la seule photo qui ait pu filtrer. Cet homme, c'est l'associé de Christophe Bell. C'est surtout le dernier à avoir reçu un message téléphonique du pâtissier à 2h56 du matin, la nuit du meurtre. Un message troublant. À tout de suite, je suis là dans 10-15 minutes. Salut. Troublant parce qu'il semble signer un rendez-vous. Pourtant, Xavier Philippe délivre spontanément cette information au 36 quai des Orfèvres, le lendemain du meurtre. Xavier Philippe, le fait qu'il apporte ce message à la police ne va pas du tout être considéré comme un élément qui laisse supposer qu'il n'a rien à se reprocher. Bien au contraire, dès le départ, on va considérer ce message comme la preuve de sa culpabilité et on ne va jamais se poser la question de savoir si finalement le fait qu'il le donne n'est pas, au contraire, un signe d'innocence. Si Xavier Philippe n'avait pas donné ce message, Xavier Philippe n'aurait pas été poursuivi dans cette affaire. C'est tragique.
Tragique. D'autant que la police ne retrouvera jamais de traces de l'ADN de Xavier Philippe sur les lieux du crime. Aucune preuve matérielle, pas de témoin. Et il aurait un alibi. Sa compagne s'exprime à visage caché. Xavier a dû arriver vers 21h30, 22h peut-être. Il était avec nous, il s'est couché avec moi et nous avons été réveillés le lendemain. Je sais qu'il est innocent, il n'est pas parti de chez nous. On l'accuse d'avoir commis des faits horribles, mais je me dis, mais quand est-ce qu'on va arrêter ce cauchemar qui est devenu un enfer? Maître Sarda appuie le témoignage de la compagne de Xavier. Il se livre même à une reconstitution de la scène. Donc là, je suis couché à la place de Xavier Philippe, et donc sa compagne dort de l'autre côté du lit, donc du côté du vide. Et donc là, il est obligé de l'allonger, et l'escalier est vraiment, oui, à peine un mètre d'elle. Et là, en plus, vous faites attention. Et là, je fais attention, effectivement, je ne cavale pas. J'essaye d'avoir l'attitude d'un homme qui essaye de sortir de sa chambre sans éveiller l'attention de sa compagne. Et on entend à quel point c'est discret. Vous ajoutez à ça le chien qui dort au pied de l'escalier. À l'époque, n'a que quelques mois, manifeste sa joie lorsqu'il voit descendre son maître. Et enfin, il y a une grosse porte blindée qui, comme toutes les portes blindées, ne peut pas être ouverte et fermée sans un bruit certain. L'évidence qui apparaît, c'est que Xavier Philippe ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il peut donc sortir de cet appartement, passer 2 heures à l'extérieur et revenir sans prendre un risque presque certain que son fils ou sa compagne vont s'en rendre compte. On peut aussi se dire que sa compagne a un très bon sommeil. On peut se dire qu'elle a un très bon sommeil, elle dit que c'est pas le cas, mais même si elle a un très bon sommeil, quand elle nous dit « moi je suis désolé, s'il s'était levé, s'il avait quitté l'appartement, s'il était revenu », je m'en serais rendu compte, on voit bien que c'est vrai, qu'elle raconte pas d'histoire. Malgré les efforts déployés par Maître Sarda, la police démonte l'alibi. À leurs yeux, une femme peut très bien couvrir son compagnon. Xavier Philippe devient alors le suspect numéro 1. Deux semaines après le meurtre, le juge d'instruction Laurent Raviot décide de s'intéresser de plus près aux relations que Xavier Philippe entretenait avec Christophe Bell. En l'an 2000, les deux hommes font le grand saut. Ils montent leur entreprise, une pâtisserie, l'Avion Délices, en plein cœur de Paris. Leur point fort, Christophe est un Mozart de la pâtisserie, un créateur. Xavier, lui, gère les finances d'une main de maître. Sur le papier, l'association semble parfaite. Xavier Philippe a toujours affirmé que c'était son excellent ami, qu'ils étaient dans un contexte d'osmose, que ça se passait parfaitement bien entre eux, de sorte qu'ils n'avaient aucun intérêt, aucune envie de le tuer. La difficulté, c'est que les salariés vont affirmer le contraire, que les rapports s'étaient récemment dégradés entre les deux, dans les mois, dans les semaines, dans les jours qui ont précédé les faits. 3 semaines, 1 mois avant le décès de Christophe, Christophe m'a dit qu'il soupçonnait Xavier Philippe de prendre dans la caisse. Ils ont eu une conversation qui a été un petit peu houleuse et donc il avait demandé aux vendeuses de comptabiliser tout ce qui avait été vendu pour faire une estimation du chiffre de la journée. Et là, il s'est aperçu que ses doutes étaient vrais, que par rapport à ce qui avait été vendu,
il devrait y avoir bien plus dans la caisse. Serait-ce là le mobile? Xavier Philippe aurait-il tué pour dissimuler ses menus larcins? Un peu maigre. Les services de police ont essayé de déterminer qui prenait quoi. Et on sait que dans ce commerce, les deux associés, à l'occasion, pouvaient faire des prélèvements en espèces dans la caisse. Mais alors que, on sait que pour Christophe Bell, et encore une fois, on a les témoignages du personnel, il y avait parfois 10 €, 20 € qui étaient pris, et puis un petit bout de papier renseigné, prélèvement de Christophe, pour aller acheter une cigarette ou prendre une bière dans un bar. Eh bien, Xavier Philippe, qui tenait les comptes, qui tenait les cordons de la bourse, faisait des prélèvements réguliers sur plusieurs milliers d'euros. À l'appui de cette thèse, cette expertise de la brigade criminelle qui révèle des anomalies évidentes. En 2002, la pâtisserie engrange une marge de 32 698 €. Or, 2 ans plus tard, elle n'enregistre que 7 615 € de bénéfices, alors même que le chiffre d'affaires explose. C'est comme si Xavier Philippe avait créé, organisé la boutique, en mettant en place toute une organisation qui lui permettait de détourner beaucoup d'argent, et que mon frère, même s'il en était le gérant, en fin de compte, gérait rien du tout, et lui fabriquait. Donc c'est lui qui travaillait, et puis l'autre qu'encaissait, voilà, et qui se mettait tout dans les poches. Selon les proches de la victime, Xavier Philippe aurait donc mis en place un stratagème pour escroquer méthodiquement son associé. Autre élément, 1 mois après le meurtre, Sandrine aurait reçu une visite de Xavier qui lui aurait fait une étonnante révélation. Et il m'a dit, le bénéficiaire de l'assurance vie, c'est pas toi. Alors moi, je lui dis, mais c'est pas possible, c'est qui? Alors, tout de suite, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est où nos enfants ou éventuellement sa maman, à Christophe? Il m'a dit, c'est moi. Donc je lui dis, mais attends, là, il y a un gros souci, Xavier. Je lui dis, c'est impossible que Christophe ait mis l'assurance vie à ton nom. Et il m'a dit, écoute, il a dû se tromper. On avait ce jour-là souscrit 2 autres assurances en croisée, c'est-à-dire sur chacun de nos 2 têtes. Il a dû se tromper en remplissant la case. Mais t'inquiète pas, on va s'arranger. La thèse de l'accusation. Xavier Philippe se serait arrangé pour arnaquer son associé jusqu'au bout, jusque dans son cercueil. Qu'est-ce qu'on répond, nous, à cette accusation? On répond que ce contrat s'est signé en juillet 2003, c'est-à-dire 2 ans avant les faits, que le nom de bénéficiaires a été écrit de la main de Christophe Bell, daté de la main de Christophe Bell, signé de la main de Christophe Bell. 2 ans avant. À mon avis, il n'y a qu'une seule conclusion qui s'impose, c'est qu'il s'est trompé. Christophe avait horreur de tout ce qui était passe-parasserie et s'en occupait absolument pas. Donc, étant donné qu'il faisait entière confiance à Xavier, signait des papiers sans même regarder ce qu'il signait. Autre indice, selon la crime, 4 mois avant son assassinat, Christophe aurait décidé de vendre la pâtisserie pour ouvrir un commerce en province. Xavier Philippe aurait accepté. Mais pour la brigade criminelle, entre Christophe vivant et Christophe mort, le résultat de la vente ne serait pas le même. Ce différentiel est estimé à plus de 250 000 € au profit de Xavier Philippe. Ce mobile, qui représente quoi? 250 000 €, quelque chose comme ça? Pour un homme comme Xavier Philippe, qui est à un moment de sa vie où ça fait 20 ans qu'il travaille sans relâche, qui a de l'argent, là, c'est un montant qui est dérisoire par rapport à l'enjeu, par rapport à la prise de risque que représente quelque chose comme tuer quelqu'un. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je ne vous parle même pas de la simple morale, je vous parle tout simplement, soyons très cyniques. La prise de risque qui est faite là est absolument folle. Or, Xavier Philippe n'est pas fou.
Ce n'est pas un psychopathe. Il n'est pas fou du tout. Il est complètement sans morale, ce qui n'a rien à voir. Il est pleinement responsable de ses actes. Il sait parfaitement bien ce qu'il fait. Il sait parfaitement bien... On est dans l'antipulsionnel. On est dans l'anti-spontané. C'est quelqu'un qui programme froidement. C'est un grand pervers. C'est un grand pervers. C'est une structure de personnalité qui le porte au crime parce qu'il n'a aucune limite. Je pense que c'est quelqu'un qui, à part lui et sa mère, je ne parle même pas de son conjoint, je ne parle pas de son enfant, à part lui et sa mère, n'a aucune considération pour le genre humain. Alors, Xavier Philippe aurait-il tué Christophe Bell, comme la scène Maître Rouillet, et par convoitise, comme le pensent les proches de la victime? Bref, aimait-il à ce point posséder, engranger du fric? Xavier Philippe avait quand même un rapport avec l'argent très particulier, c'est-à-dire que plus il en avait, plus il en voulait, moins il en dépensait et mieux il se sentait, quoi. Il aimait ça, il aimait l'argent. L'argent, c'est sa vie. C'est la vie de Xavier Philippe. Je pense que c'est tout à fait Picsou. C'est tout à fait dans l'esprit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été surnommé par les employés de la boutique. C'est quelqu'un qui aime l'argent pour l'argent. Il aime l'argent pour le pouvoir que procure l'argent. Il aime l'argent parce que c'est pour lui un gage de supériorité, de domination. Il a besoin d'argent, mais pas tant pour consommer que, encore une fois, pour faire du stock. Il a besoin d'argent sans doute pour se rassurer. Peut-être qu'il a manqué, peut-être qu'il... Je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est... il a une soif, c'est la soif de l'or, c'est la soif de l'argent. Le clan de Xavier Philippe dément fermement. Il gérait de manière serrée ou peut-être très sérieuse son affaire afin qu'elle soit rentable. Donc là-dessus, si c'est avoir un rapport pathologique avec l'argent, je suis désolée, à ce moment-là, tous les gens qui ont ou un commerce ou une société ou dirigent une entreprise ont tous un rapport pathologique avec l'argent. Oui, prêt à tout pour prêter de l'argent, pour aider les gens. Parce que moi, il m'a prêté de l'argent, il a aidé un de mes amis. Oui, c'est ça, prêt à tout. C'est le côté prêt à tout. Parce que si vraiment il était prêt à tout pour de l'argent, il faut vous dire que c'est d'ailleurs dans le besoin, comme dit l'adage, qu'on reconnaît ses amis. Si vraiment il était avide d'argent, si vraiment il était prêt à tout pour l'argent, il m'aurait dit « Gilles, je peux rien faire, j'ai pas les moyens ». Après audition des témoins, le juge d'instruction décide de poursuivre l'associé du boulanger. « 29 novembre 2005, le 36 débarque au domicile de Xavier Philippe pour une perquisition. Les policiers ont retrouvé de nombreuses armes à votre domicile. Comment est-ce que vous l'expliquez? Tout simplement parce que Xavier est un collectionneur d'armes et toutes les armes qu'il collectionne sont par définition des armes de collection et chez nous sont sous vitrine. Et voilà, donc en effet, ils ont trouvé des armes de collection à la maison. Là-dessus... C'est quelqu'un qui a besoin d'armes, qui porte des armes. Au domicile de celui-ci, sur la table de chevet, vous avez une arme, et une arme en état de fonctionnement. Il va être trouvé un jour avec un pistolet 11-43, une arme de guerre, une arme extrêmement destructrice, à la ceinture, prête à tirer, prête à faire feu, avec 2 chargeurs, dont un chargeur dans l'arme, et la balle chambrée, ça veut dire en situation de tir quasiment instinctif, s'il avait eu à s'en servir. C'est quelqu'un qui a le goût des armes, qui a le goût du tir, qui a le goût de la violence, qui aime les armes. En tout cas, cette découverte précipite les événements. Le juge d'instruction fait placer Xavier Philippe en détention provisoire. Le 1er décembre 2005, le suspect est incarcéré à la prison de Fresnes, en banlieue parisienne. À cet instant, et 6 mois seulement après les faits, la famille Bell est convaincue de la culpabilité de Xavier Philippe.
Nathalie, la sœur de Christophe, maudit le jour de leur rencontre. C'est moi qui suis à l'origine de la rencontre entre mon frère et Xavier Philippe. C'est quelque chose que vous vivez mal? Oui. Quand aujourd'hui, je réalise ce qui s'est passé et que Xavier Philippe a assassiné Christophe, forcément que je ne peux pas ne pas me sentir coupable. Et je trouve ça incroyable d'avoir pu faire se rencontrer mon frère et son assassin, être à l'origine de ça, alors que je suis sa sœur. Bon, si on peut pas prévoir, évidemment, mais là, c'était même difficilement prévisible. Quand on le voit comme ça, Xavier Philippe, on peut pas s'imaginer que derrière, il y a une personnalité d'assassin. Il pouvait être agréable, il pouvait être gentil. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. On a vraiment l'impression d'être passé, de ne pas s'être méfié suffisamment et d'être passé à côté de quelqu'un qui nous a trahis, quoi. À quelques kilomètres de là, Xavier Philippe cogite, attend derrière les barreaux. Tandis que la crime se penche sur son passé et découvre que l'homme sans histoire qu'il prétend incarner a déjà quelques heures de vol au compteur. Xavier Philippe naît en 1956 à Orléans, une petite ville de province. Il a un frère jumeau, Bertrand. Leur enfance gémellaire est selon lui idyllique. Mais à l'adolescence, leurs routes se séparent. Alors que Xavier décroche un CAP de carrosserie, Bertrand poursuit ses études et réussit son bac. Bref, dans la famille Philippe, aux yeux des Orléanais, très tôt, il y a le discret Xavier et le lumineux Bertrand. Jean-Louis de Rennes, journaliste indépendant, a bien connu les deux frères. Bertrand est un type plutôt entreprenant, beaucoup d'entre-gens, sympa. Autant que Xavier Philippe, c'est le brin un peu renfrogné, toujours un peu derrière. Bon. Bref, l'histoire se poursuit et donc à l'aube des années 80, Bertrand crée une boutique, Xavier en crée une. Bertrand crée une boîte, quelques années après, Xavier va en créer une. Il est toujours là, plus ou moins, à hanter son frère. Bertrand Philippe en avait un peu marre que son frère soit toujours derrière ses basques et le singe, le copie, fasse systématiquement des choses qui ressemblent à celles qu'il avait faites. Bon, voilà. Xavier Philippe serait-il maladivement jaloux de son frère? La réussite de Bertrand a-t-elle excité sa convoitise? Bertrand excelle sans trop d'efforts, alors que lui peine, travaille 10 fois plus sans parvenir à faire la différence. C'est ce que pense Maître Rouillet. Et c'est cela qui expliquerait pour lui ce qui s'est passé le 22 août 1982 à Orléans. Ce soir-là, à 2h46 du matin, Xavier, qui a à peine 26 ans, s'introduit au Quiproquo, la discothèque en vogue que dirige son frère avec succès. Il est muni d'un bidon d'essence. Il sort une allumette de sa poche et il met le feu. De l'établissement, il ne restera que des cendres. Et Xavier sera grièvement brûlé au visage.
Il déteste son frère, je pense, à tel instant. C'est ce frère qui réussit à peu près tout ce qu'il entreprend, eh bien, il faut qu'il détruise l'outil de travail de son frère et il va y mettre le feu. Malheureusement, à cette occasion-là, malheureusement pour lui, il va se brûler. Mais c'est ce qui permettra également, là, d'avoir la preuve, j'allais dire, scientifique de sa culpabilité, puisqu'il s'est brûlé sur les lieux de l'incendie. Xavier Philippe est reconnu coupable. Mais à Céline Malaël, sa compagne de l'époque, il aurait livré une autre explication. Il m'a dit qu'il souhaitait s'immoler, qu'il souhaitait mettre fin à sa vie. Il va nous expliquer qu'il voulait mourir et plutôt que lui qui dispose d'un arsenal extraordinaire, se tirer une balle dans la tête, ce qui n'était pas très compliqué, il était beaucoup plus simple de s'immoler dans la discothèque et de mettre le feu accidentellement à la discothèque alors qu'il essayait de mourir et que finalement il n'est pas mort. J'y ai cru au départ parce qu'on croit Xavier, on le croit. Et aujourd'hui? Non. Je crois qu'il tient trop à sa vie pour avoir ce genre de comportement. Pourtant, d'après nos sources, Xavier Philippe aurait fait une tentative de suicide en prison récemment. En tout cas, selon les experts psychiatres, il n'a pas de trouble majeur du comportement. Même pour eux, l'homme demeure difficile à cerner. On a peu d'éléments sur son histoire personnelle dans le dossier, sauf 2 expertises psychiatriques et psychologiques concernant Xavier Philippe et puis les témoignages de ses très proches. On peut imaginer qu'il a un rapport pathologique à sa mère. Son père a disparu dans des conditions assez terribles de maladie longue, invalidante. Il a un attachement à sa mère qui est totalement déraisonnable. Sa mère est le centre de sa vie, le centre de son existence. Par ailleurs, il était le jumeau d'un garçon brillant. Il a essayé systématiquement de copier ce frère trop parfait pour être sans doute admiré par cette mère castratrice et trop puissante et trop présente. Et je pense que ce qui le pousse à la délinquance et au crime, le fait qu'il n'a pas de morale, qu'il n'a pas de limite, c'est une histoire personnelle particulièrement traumatisante. Sauf qu'il nous en dit peu de choses, puisque se présentant sous une personnalité parfaitement lisse, il aimait son frère comme il aimait son associé, il n'aime pas plus l'argent que vous et moi, sa mère est une femme parfaite, tout va très bien. Pour Maître Rouillet, c'est clair comme de l'eau de roche. Selon lui, le point de départ des dérapages de Xavier Philippe, ce serait son histoire familiale et la jalousie qu'il nourrissait pour son frère jumeau. C'est cette jalousie qui expliquerait qu'il s'associe à des hommes talentueux. Et c'est cette jalousie qui expliquerait son besoin d'argent. En effet, selon lui, Xavier Philippe, toute sa vie, pour prendre sa revanche, aurait essayé d'accumuler du fric, toujours plus de fric. Quelques années plus tard, Orléans, 1986. Xavier Philippe et sa mère exploitent une péniche qu'ils ont transformée en restaurant boîte de nuit. Les affaires marchent plutôt bien. Mais la nuit du 25 août, tout bascule. La péniche vient de fermer. Le quai est désert. 3 individus montent à bord. Cet homme force l'entrée à l'aide d'un pied de biche. Il place une bonbonne de gaz au milieu de la piste de danse. La boîte de nuit part en fumée. Il n'y a aucune victime. Céline Malaël, l'ancienne compagne de Xavier Philippe, revient sur les lieux du drame. Plus de 20 ans après les faits, elle s'en souvient comme si c'était hier. Le jour où je suis venue, lorsqu'elle avait explosé. Mais c'est un spectacle d'horreur. Vous voyez, une espèce de... on se serait cru dans un cimetière de bateaux, vous voyez. C'était complètement... c'était noir. Je suis rentrée dans le... Il ne restait plus rien. Tout avait explosé. Mais c'était un spectacle horrible. Ah ouais?
Je pense que j'étais plus touchée que Xavier. J'ai senti Xavier, en fait, que moi, pour lui, c'était un soulagement, en fait. Je me suis posé des questions. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à voir avec cet incendie. C'est surtout sa mère qui a tout de suite réagi comme ça. Elle lui a dit c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi. Et vous voyez, en fait, le réflexe. Et bon, il a juré au grand Dieu que non, il n'y était absolument pour rien, comme d'habitude. Curieuse coïncidence, c'est Rodolphe Proupin, un ancien salarié de Xavier Philippe, qui va avouer le crime. Les deux hommes se sont rencontrés en détention. Au procès, on a donc découvert un certain Rodolphe P. Alors, je me rappelle que l'avocate du fameux Rodolphe a fait au tribunal une très belle envolée en disant « Mais regardez-le, mon... Et puis là, elle cite son nom. « Est-ce que vous trouvez qu'il a une tête à décider de sa propre initiative d'aller mettre le feu à ce bateau et pourquoi, etc. » Bref. Au final, en tout cas, la question restera posée. Pourquoi ce fichu Rodolphe a foutu le feu à ce bateau? Alors lui, il l'a dit au tribunal. Il a dit « C'est parce que Xavier Philippe me l'a demandé ». Pourtant, dans la salle d'audience, Xavier Philippe ne se démonte pas. Il était donc à la barre du tribunal et témoignant donc pour raconter combien le malheur qui frappait la péniche le touchait, il s'est tourné vers le banc des journalistes en disant et certains dont, alors là il me désignait, ont insinué que j'aurais pu avoir un intérêt quelconque à faire brûler ce bateau. Ce sont des insinuations qui ne seront pas sans suite. Enfin, il n'a pas hésité en plein tribunal à menacer. Il faut le faire quand même. Il faut vraiment avoir une psychologie particulière. Le verdict surprend donc le journaliste. Rodolphe Proupin est condamné à 3 ans d'emprisonnement. Xavier Philippe, lui, est relaxé, faute de preuves suffisantes. Malgré le jugement, Céline Malaël persiste à considérer que seul Xavier Philippe avait un intérêt à voir la péniche engloutie par les fonds. Je pense que, oui, je pense qu'il a commandité l'incendie, l'incendie de la péniche. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contrat d'assurance, je crois qu'il était d'1,5 million. Pour l'argent, finalement. Ah oui, pour l'argent, oui. Mais il ne fait pas de choses gratuitement. Il ne va pas brûler quelque chose pour voir jaillir des flammes. Ça ne l'intéresse pas. Non, ce qui l'intéresse, c'est ce que ça peut lui rapporter. Quand on prend des risques, quand il prend des risques, c'est pour que ça lui rapporte quelque chose. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour lui. Xavier Philippe sort blanchi de cette histoire. Pourtant, le juge d'instruction Laurent Raviot s'acharne. Il continue ses investigations. Et c'est en épluchant le passé de Xavier Philippe qu'il va parfaire son acte d'accusation. Dessiner les contours de celui qu'il pense être le meurtrier du pâtissier. « 28 avril 1998. Châtelet-Les-Halles. Tony Gomez, le pape de la nuit parisienne, à la tête d'un bar branché, serait rentré chez lui, accompagné de Grégory C. Tony Gomez serait ressorti quelques minutes plus tard. Resté seul, Grégory C aurait senti une présence. Il aurait décidé d'inspecter l'appartement. Là, un homme cagoulé, armé d'un 22 long rifle, l'aurait attendu. Grégory serait entré. L'individu aurait tiré, l'aurait blessé au coude. Grégory serait tombé. Puis le tireur se serait enfui dans la nuit.
Il est appréhendé peu après par les forces de l'ordre. Le théâtre des faits va dire « j'agis sur ordre de Xavier Philippe ». Et Xavier Philippe dira « je ne connais pas ce monsieur, je n'ai aucun lien avec lui ». En réalité, Xavier Philippe le connaissait et il a donc commandité un crime, à savoir avoir tenté de mettre à mort Tony Gomez et son ami. Les avocats de Xavier Philippe démentent. Leur client ne connaît pas le tireur. Il connaît seulement Tony Gomez, qui est alors son associé. Ensemble, ils s'occupaient du Banana Café, au lieu des nuits parisiennes à l'époque. Xavier Philippe a un intérêt majeur à faire disparaître Tony Gomez. Lui qui a manipulé les comptes, maquillé les comptes, qui encore a une créance sur la société tout à fait importante à l'époque, eh bien la disparition de cet associé assure sa fortune immédiate, sans que personne ne se plaigne, puisque le seul qui était susceptible de se plaindre, il a été tué ou on a essayé de le tuer. Pour l'instant, l'affaire est toujours en instruction. Et Xavier Philippe clame son innocence. En attente du jugement, Tony Gomez, lui, n'a pas souhaité s'exprimer. Autre fait troublant, en 1988, un dénommé Pascal Leroy disparaît dans des circonstances mystérieuses. Cette affaire se conclut par un non-lieu. Mais l'homme connaissait Xavier Philippe. Céline Malael, 20 ans après les faits, charge son ancien compagnon. Alors, il devait être 3h ou 5h du matin, donc dans la nuit du 17 au 18 novembre. Et il me dit j'ai buté un type. Il était dans un état second. Il n'était pas dans son état normal. C'était certainement la première fois qu'il tuait quelqu'un. J'essaie de le faire revenir à la raison. Je lui ai demandé de faire quelque chose. Il fallait absolument qu'il se présente au commissariat central. Le lendemain matin, je lui ai proposé de l'accompagner pour expliquer. Je dis peut-être qu'on va comprendre. Est-ce qu'il y a eu une rixe? Est-ce qu'ils se sont engueulés? Est-ce que je ne sais pas ce qui s'était passé? En tout cas, le fait est, c'est qu'il avait buté Pascal Leroy. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai buté Pascal Leroy. Alors, j'étais trop insistante et à ce moment-là, il était violent avec moi. Il m'a pris, il m'a secoué, il m'a dit « tais-toi, tais-toi ». Je dis il fallait absolument qu'il se calme. Il fallait qu'il se calme. Il fallait qu'il se calme. Le lendemain matin, donc le vendredi matin, Jean-Claude Philippe, le père de Xavier, qui habite Marcilly en Villette, appelle chez moi à Sainty. Il est foudrage. Il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Xavier, il est venu cette nuit à Marcilly prendre des outils de jardin. » Pourquoi faire? D'après vous? Ben pour enterrer Pascal Leroy. Et je suis convaincue que le corps de Pascal Leroy, il se trouve à Marcilly en Villette. J'en suis convaincue. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est un tissu de mensonge. C'est pas possible autrement. Et je me dis, mais comment a-t-elle fait pour vivre avec des choses aussi horribles pendant si longtemps, sans en parler? J'aimerais comprendre. J'en ai jamais parlé parce que j'ai eu peur. Il aurait fallu au moment où... Peur de qui? De lui. Ah, j'ai eu peur de lui. Hein. Ah oui, j'ai eu peur de lui. J'ai eu terriblement peur de Xavier. Elle nous dit aujourd'hui, j'ai pas parlé pour Pascal Leroy parce que j'ai peur. Elle se moque de qui? Céline Malael, après leur séparation en 88, va engager un nombre de procédures pénales invraisemblables contre Xavier Philippe, en portant des accusations contre lui dont il va être démontré qu'elles étaient fausses. Et dans quel état est notre justice
pour s'abaisser à croire cette femme? Enfin, là, il y a une question qui se pose qui est redoutable. Enfin, à quel point des juges et des policiers doivent s'abaisser, en venir pour conforter leurs convictions, face à des faux témoins aussi évidents. Céline Malaël est un faux témoin. Parce que ce qu'elle dit n'est pas vraisemblable, n'est pas crédible. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui prouve vos dires? Aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve? Rien. Ma bonne foi, c'est tout. Rien. Pascal Leroy, Tony Gomez, Christophe Bell, 3 associés. Pour le juge d'instruction Laurent Raviot, l'étau se resserre autour de Xavier Philippe. À chaque fois, selon le juge, les mêmes mobiles, la cupidité et la peur de se faire prendre la main dans le sac. La presse émet même l'hypothèse selon laquelle Xavier Philippe serait un serial killer d'associés. Un homme qui aurait toujours convoité le bien d'autrui. Un homme qui aurait anéanti tout ce qui le sépare du gain. Même s'il n'y a, à ce jour, aucune preuve matérielle de sa culpabilité. Je pense qu'on peut dire que Xavier Philippe est un serial killer d'associés. Je pense que c'est quelqu'un qui, encore une fois, ne recule devant rien. Il tue pas par plaisir de tuer. Son registre, c'est « j'élimine tout ce qui est un obstacle au développement de mes affaires, notamment illégales ». Et comme il a été à plusieurs reprises associé, légalement ou de fait, avec un certain nombre d'individus, lesquels ont systématiquement rencontré des difficultés, ils ont disparu, ou ils sont morts, ou on a essayé de les assassiner, eh bien effectivement on peut considérer que Xavier Philippe est un serial killer d'associés, ce qui serait, je crois, une première en droit judiciaire français. C'est au prix de 2 ans d'enquête, après avoir constitué un dossier colossal de 4000 pages, que le juge d'instruction Laurent Raviot ordonne la mise en accusation de Xavier Philippe. Il sera jugé pour assassinat sur la personne de Christophe Bell devant la cour d'assises du tribunal de grande instance de Créteil. Le procès durera 2 semaines. Il y a eu les réquisitoires, le procureur extraordinaire, je t'expliquerai. Il a requis 30 ans avec une peine de sûreté de 20 ans. Et puis on va attendre le verdict, quoi. Mais ça peut être dans 2-3 heures. Hein. C'est pas... J'en peux plus d'attendre. Nerveusement, ça a été... Il faut que je souffle un peu, tu sais, Lolo, c'est... Je peux pas t'expliquer, je te jure. J'en peux plus, quoi, j'en peux plus. Oh putain, là, faut prier très fort, tu vois. Ouais. Bon, écoute, je te rappellerai en salle cette nuit. Hein. Enfin, aussitôt que je sais, je vais... D'accord. Bisous, Lolo. Ouais, tu pries. Comme dans tous les procès, les jurés doivent fonder leur décision sur leur intime conviction. L'avocat de Xavier Philippe, maître Sarda, le sait. J'espère, mais je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. C'est toujours pareil dans ces affaires où on plaide un acquittement auquel on croit, parce que Frédéric Beaulieu et moi sommes totalement convaincus de son innocence. Donc pour nous, il n'y a pas de compromis. Et lui, il est dans quel état d'esprit? Il a peur. Il a peur. Il vous l'a dit? Bien sûr. Mettez-vous à sa place. L'attente est longue au TJ de Créteil. C'est seulement à 00h30 que le tribunal rendra son verdict. Xavier Philippe aura-t-il convaincu les jurés de son innocence? La cour va-t-elle le condamner pour l'assassinat de Christophe Bell? Qu'est-ce qui s'est passé? 30 ans. Oh, il a pris 30 ans, c'est incroyable. Oh, vraiment, je suis vraiment contente.
Je suis soulagée que ce mec-là, il reste enfermé, vraiment. Je suis contente pour mon frère, vraiment. Je me dis que c'était pas possible que ça se fasse autrement, quoi, vraiment. Et que je crois qu'il va pouvoir reposer en paix, quoi, vraiment. Et nous, on va pouvoir ne garder de lui que des bons souvenirs, quoi, et ne plus être dans cette procédure et ne plus parler de cette violence, quoi, de ces armes, ces balles, non, c'était trop de violence, quoi. Cet homme, je pense que vraiment, quand on voit tout ce qu'il a fait, ce n'était que de la violence, quoi. Il fallait qu'il soit puni. Il fallait qu'il soit puni, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit de tuer puis de faire du mal à quelqu'un. Sur la terre, on ne vient pas pour ça. Non. Il était écroulé. Il criait, et le revoir crier, mais je n'ai rien fait. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Et c'est pour ça qu'après, j'ai repris un petit peu sur moi pour aller le voir. Mais voilà comment on le vit et comment on l'a vécu. Xavier Philippe a fait appel contre le verdict du tribunal. Il devrait être rejugé fin 2009.